va vous proposer un atelier dont le titre c'est Face au greenwashing et au social washing, une communication authentique. Le but donc c'est d'interroger les conditions pour une communication authentique et pour ce faire on a la chance d'avoir deux intervenants. Romain Desjours, ancien du master et social media manager chez Malakoff Humanis, et Noé Girardot-Champsort, consultant en stratégie des récits et en communication chez Bonafide. Donc merci à vous deux d'avoir répondu présent. On devait être trois, mais Francesco est devenu papa en ce temps. C'est une bonne excuse alors. Donc aux antipodes de la communication authentique, bien sûr, on trouve tous les types de washing, greenwashing, pinkwashing, social washing ou encore wokewashing. Les épithètes ne manquent pas pour désigner ces pratiques considérées comme mensongères et frauduleuses parce que ne reposant sur aucune action concrète. À ce titre, la France a la législation la plus dure puisqu'elle impose une logique de la preuve. Aux entreprises, dès lors qu'elles font valoir un comportement vertueux, il faut qu'elles puissent publier des résultats qui permettent de les justifier. On peut aussi parler de la loi du 24 août 2021 de climat et résilience qui a fait inscrire le greenwashing dans le code de la consommation comme une pratique commerciale trompeuse. Il y a donc des lois qui sont émises et qui permettent d'encadrer aussi bien les pratiques que les prises de parole. Ça a un effet négatif cependant puisque ça pousse certaines entreprises à adopter une véritable politique de l'autruche et à ne plus du tout s'emparer de ces problématiques-là publiquement, ce qui constitue en soi un problème puisqu'on connaît le pouvoir qu'elles ont et la responsabilité qu'elles devraient avoir pour répondre à ces questions et à ces enjeux climatiques et sociaux. Donc une première question pour Noé. Dans un contexte où l'opinion publique est généralement méfiante face au discours de la RSE et très polarisée sur les questions d'engagement, et en même temps où aucune entreprise ne peut se prévaloir d'être vertueuse à 100%, comment est-ce qu'un discours authentique sur la RSE peut émerger et convaincre? C'était une vaste question. J'ai pas mal réfléchi quand j'ai lu votre truc. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à dire? Comment je trouve des exemples qui sont un peu diversifiés, etc. Mais peut-être que je vous dis deux mots sur ce qu'on fait à Bonafide. Donc on est une agence qui fait de la communication, des affaires publiques, des relations presse, et on fait aussi du média training, donc on apprend aux gens à s'exprimer dans les médias, et des études d'opinion. Et on développe aujourd'hui une nouvelle activité sur la transition écologique des boîtes pour essayer de les accompagner dans la manière dont elles communiquent. Et pour que nous, notre point de vue, c'est qu'il faut qu'elles arrêtent de dire n'importe quoi sur ce genre de sujet. Et donc, la période actuelle est une période assez compliquée sur ce sujet-là, parce que vous avez d'un côté des pratiques historiques qui ont construit du doute. Donc, vous avez Exxon, Total, Monsanto, qui, chacun à leur manière, ont créé des fausses preuves, payé des scientifiques pour écrire des choses erronées, notamment sur le changement climatique. Donc vous avez une période de doute et de désinformation assez massive qui avait commencé à l'initiative de ces grandes entreprises-là, en tout cas sur ce sujet-là. Et de l'autre, vous avez des entreprises qui tentent de s'engager, qui ne font pas toujours bien, mais qui, par ailleurs, se retrouvent dans des situations, et notamment aux États-Unis, vous avez une forme de backlash réactionnaire. Et là, je vais vous donner 2-3 exemples récents. En 2022, Target, qui est une marque de supermarché très répandue aux États-Unis, avait fait une collection Pride en juin. Quand ils sortent cette collection, vous avez des hordes de supporters de Trump qui font des pétitions, qui viennent abîmer les magasins, etc. Target se retrouve à planquer en gros derrière la collection en disant on arrête les frais. Vous avez un autre exemple d'une marque de bière qui s'appelle Bud Light, qui fait un partenariat avec une influenceuse transgenre sur TikTok. Pareil, même phénomène, destruction dans les magasins, pétition. La marque perd 5 milliards en bourse. Et le dernier exemple, c'est celui de Disneyland, qui était, il y a quelques années, une des marques préférées des Américains et qui aujourd'hui, je crois, classée 77e sur 100, parce qu'elle s'est opposée à des lois homophobes défendues par Ron DeSantis quand il était gouverneur de Floride, qui est toujours d'ailleurs. Et parce qu'ils ont notamment dit que pour le remake de La Petite Sirène, ils allaient prendre une actrice noire, donc ça a fait tout un pugilat en disant ça n'était pas comme ça dans le dessin animé d'origine, c'est très très grave, etc. Et donc vous avez cette tension entre des entreprises qui arrangent la vérité ou mentent, et d'autres qui tentent d'avoir des engagements qui provoquent des réactions très très fortes. Et donc la période actuelle est quand même un moment assez difficile pour elles. Or nous, en tant qu'agence de communication, on a un enjeu
à la fois les pousser à avoir un discours honnête, transparent, sincère, qui reconnaît des erreurs, etc. Mais aussi à ne pas accompagner que les best in class, parce que si vous accompagnez uniquement Patagonia, Veja et des marques qui ont déjà tout compris, qui sont parfaites sur le bout de la chaîne, et attendez que votre objectif soit de faire avancer la chaîne, ce qui est notre cas, bah, finalement votre transition écologique elle va pas avancer, puisque ces gens sont microscopiques dans l'économie, et vous avez des mastodontes qui n'avancent pas et qui ne changent pas leur pratique. Et donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais il y a un peu cette tension permanente entre ces deux sujets. Et peut-être que je vous parlerai plus tard d'autres démarches et d'exemples, sinon je vais être trop long. Merci pour cette réponse. Je la m'adresser maintenant à Romain. On sait que Malakoff Humanis est fortement engagé dans la reconnaissance des enjeux autour du handicap. De nombreux acteurs privés se placent de plus en plus sur des thèmes similaires. Donc on peut penser à la Fondation Bill Gates ou bien à la Fondation Afflelou. Et à ce titre, il y a des modes partagés par tout un secteur pour se positionner sur des engagements humanistes. Donc qu'est-ce qui différencie un engagement sincère et comment faire valoir cette sincérité dans la sphère publique? Merci pour cette question. Alors je pense que déjà peut-être que je vais vous présenter un peu Malakoff Humanis parce que c'est pas forcément une entreprise qui est très connue. Malakoff Humanis, c'est un groupe de protection sociale. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe de protection sociale? C'est à la fois une mutuelle santé et une entreprise qui gère les retraites de l'AGR Carco. Alors c'est technique, ça ne vous concerne pas tout de suite, mais bientôt, puisque c'est les complémentaires retraites pour les salariés du privé. Donc on a à la fois ce pilotage de la santé et aussi des enjeux de prévoyance et même d'épargne, puisque c'est un troisième métier. L'autre caractéristique, et c'est important aussi à l'avoir en tête pour notre groupe, c'est que c'est un groupe paritaire, mutualiste. Donc ça, c'est le mode de fonctionnement qui fait qu'on implique à la fois les salariés et les partenaires sociaux et les clients. Et c'est un groupe à but non lucratif. Donc tous nos bénéfices sont réaffectés à la fois à nos clients évidemment, et puis du coup à nos enjeux sociétaux. Et c'est dans ce cadre-là qu'on finance on a monté une fondation il y a 10 ans maintenant sur les enjeux autour du handicap. Cette fondation, en fait, elle avait été précédée par de nombreuses actions avant de la part du groupe. Alors, en fait, il se trouve que cette question du handicap, elle a été embarquée au moment où le DG de l'époque a été confronté à un accident qui l'a conduit à être à la limite du handicap et de découvrir ce que c'était pendant plusieurs mois, ce que c'était qu'être handicapé, et donc être en contact avec ces personnes. Donc il a été très fortement sensibilisé à ces enjeux-là. Par ailleurs, c'est des enjeux, comme je vous le disais, on parle de santé, de mutuelle, etc. C'est des enjeux qui font aussi écho à nos métiers. Quand on accompagne des personnes en situation de handicap, les aidants, tout ça, ça a un impact en fait sur le bien-être au travail et sur, en fait, nous on accompagne surtout des entreprises privées, des salariés d'entreprises privées. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'absentéisme notamment, ça a un impact financier. Donc en fait, c'est aussi un enjeu business. On ne va pas se mentir, je travaille c'est une entreprise privée à but non lucratif, mais ça reste une entreprise privée. Et cette question du handicap, elle est aussi liée à un petit bout de cette question business, mais c'en est un. Nous, quand on veut embarquer les sujets de handicap, ce qu'on fait aujourd'hui, on a la chance d'avoir une certaine maturité. Ça fait 10 ans du coup qu'on embarque ces sujets. Donc on connaît bien le secteur, on connaît bien les acteurs. Aujourd'hui, notre directeur de la fondation, il connaît à peu près tous les gens de la place de Paris, il va à tous les événements, toute l'équipe est mobilisée. Et en fait, derrière tout ça, en fait, c'est pas toute l'équipe, c'est tout le groupe. On a évidemment notre DG, on a notre directrice RSE, qui est aussi la directrice de la communication, qui est embarquée sur ces questions-là. Et on a le DAF qui vient à tous les événements. Enfin, il y a aussi du coup tout un écosystème autour de l'entreprise. Et en fait, presque tous les employés, honnêtement, sont engagés sur cette question. Il y a aussi ce qu'on appelle une forme de volonté de développer aussi la politique RH dans le groupe sur ces questions-là. On n'est pas en retard du tout sur l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. La loi définit un seuil de 6% de salariés en situation de handicap. La moyenne est
est légèrement en dessous. Dans les entreprises privées, je crois que c'est autour de 4%, et nous, on est à près de 9%. Donc, on a des collègues qui sont extrêmement mobilisés, on a des collègues à la fois handicap physique, handicap mental, et on a notamment une collègue, c'est un exemple, et c'est un peu notre mascotte, qui est championne olympique en Jeux paralympiques, qui va reparticiper aux Jeux de Paris et qui a du coup et travaille aussi en parallèle du coup à l'EDRH. On a vraiment tous ces enjeux-là, mais pour avoir cette authenticité, ça passe du coup par nos collègues et par l'ensemble des salariés, et ça passe aussi par un choix qu'on fait souvent en termes de communication, c'est de laisser la parole aux bénéficiaires. En fait, la Fondation, ce qu'elle fait, c'est qu'elle soutient des projets, elle les accompagne, et j'ai entendu parler plusieurs fois de mesures d'impact aujourd'hui. On travaille avec ces porteurs de projets pour construire un discours avec une vraie mesure d'impact au fil de l'eau, et un accompagnement qui n'est pas juste en one shot, mais avec un accompagnement sur plusieurs années. Et dans notre communication, parce que c'est un peu la partie qui m'intéresse, en tout cas dont je m'occupe, on va les mettre en avant, on va les aider à prendre la parole en ligne, on va les soutenir quand ils prennent la parole sur un réseau social, on va les accompagner, on va parfois leur fournir du contenu, et on va surtout pas on va essayer en tout cas de se mettre à notre échelle, c'est-à-dire qu'on ait des soutiens sur l'organisation, des soutiens financiers, mais c'est pas nous qui mettons les mains dans le cambouis tous les jours à accompagner des personnes atteintes de trisomie, à développer l'accessibilité dans les festivals ou à courir un 400 mètres aux Jeux paralympiques. On reste à notre niveau et on met en avant ces acteurs qui en fait bougent vraiment les lignes et font avancer la société. D'accord, merci. Noé, vous avez dit qu'il fallait aussi aider à faire avancer les mastodontes. Comment on se positionne quand on est une entreprise qui essaie d'être un peu plus vertueuse et qu'on sait qu'accessoirement on va se prendre des critiques parce qu'on est connu pour historiquement être... Alors j'ai peut-être dit une bêtise en disant qu'il fallait accompagner les mastodontes. Enfin oui, il faut qu'il y ait des gens qui le fassent. Toutes les entreprises ne le font pas, nous c'est pas forcément notre cas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les acteurs industriels qu'on considère comme pivots, c'est-à-dire qu'ils ont une taille critique, donc leur transition permettra de faire bouger le secteur, mais qui ne sont pas forcément les plus gros, parce que si vous essayez d'accompagner un paquebot comme Danone, ce qui est aujourd'hui le cas des tas de cabinets de conseil en transition écologique et en communication, en fait, vous agissez sur un truc qui est tellement énorme que le temps que le changement arrive et que vous montiez les échelons et que le commerce accepte, etc., que les dirigeants changent, vous avez un impact beaucoup plus faible. Donc, nous, la manière dont on procède, c'est plutôt d'être sur des acteurs qui ont des tailles un peu plus réduites. Et je vais vous en donner quelques exemples de ceux qui bougent. Il y a Back Market qui fait des trucs intéressants. Vous avez Clarins ou Expansiance, Système U, Bonduel. C'est des marques qui font des vrais efforts. Et la manière dont on fonctionne, c'est qu'on s'attache aussi à des unités. Des unités, c'est pas clair. En fait, on essaie de regarder l'ensemble de l'activité de l'entreprise et de découper les choses avec des objectifs précis. Et donc, en fait, il y a aussi un enjeu de transparence. On ne vous dit pas que demain, telle ou telle marque ou entreprise qu'on va accompagner va changer 100% de business model. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas possible. En revanche, l'enjeu, c'est d'avoir une trajectoire sur laquelle ils mettent des moyens, qui prend un certain nombre d'engagements à long terme et ils disent, voilà, on va changer notre modèle d'affaires de telle manière. On va le changer en innovant par l'adjacence, c'est-à-dire que vous prenez la base de ce que vous faites et vous voyez comment vous pouvez le transformer. Et nous, la manière dont on les accompagne sur leur communication, c'est en leur demandant de changer leur approche, c'est-à-dire qu'avant vous aviez, en tout cas de mon point de vue, une approche très lisse où on parle que de choses positives, on englobe le truc, on dit que ce qui est bon dans les vérités, etc. Et donc on se retrouve à mentir et à avoir une position qui s'apparente à du greenwashing. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on préfère mettre en avant les aspérités avec une partie de la communication qui certes célèbre les succès, c'est-à-dire que par exemple ils vont adopter tel label RSE, ils vont changer telle unité de production en l'électrifiant, etc. Mais aussi les difficultés et les échecs. Je vais vous donner un exemple. Il y a une marque que vous connaissez peut-être qui s'appelle Oatly, qui est une marque de lait végétal. Oatly, ils ont fait une page sur leur site internet qui s'appelle We Fucked Up, où ils expliquent toutes les erreurs, tous les scandales, toutes les polémiques dans lesquelles ils ont été. Et ça a assez bien marché dans leur communication parce qu'en fait,
vous passez de, en gros, un truc très très lisse où c'est des communicants qui vous expliquent des choses et vous sentez que c'est pas très honnête, à une marque qui vous dit, bah oui, on a fait des erreurs, oui, on n'est pas parfait, mais on progresse et voilà la manière dont vous pouvez le faire. Une autre marque qui a adopté cette approche, c'est Patagonia. Patagonia, c'est l'exemple qu'on prend tout le temps en disant que c'est une marque parfaite, c'est que ça n'est pas vrai. Il y a d'ailleurs quelques scandales récemment, notamment sur la manière dont ils produisent en Chine, etc. Mais si vous regardez le CEO de Patagonia, dont j'ai oublié le nom, je crois que j'ai noté quelque part, je vous retrouverai ça après. Si vous regardez sa page LinkedIn, vous voyez qu'il dit voilà comment on va abandonner tel produit chimique pour faire l'imperméabilité de nos vestes, parce que on estime que c'est très dangereux pour l'environnement, on le savait, mais on ne le fait que maintenant parce qu'il nous a fallu tant de temps et on est passé par telles et telles étapes pour arriver à faire ça. Et donc quand vous racontez ces trucs-là en communication, vous êtes jugé beaucoup plus crédible. C'est beaucoup plus honnête de dire ça plutôt qu'être dans un truc complètement binaire où vous dites non, c'est parfait, c'est pas de notre faute, on fait pas ça. Factuellement, vous utilisez des mauvais produits. La question, c'est comment vous arrivez à vous en débarrasser et comment vous racontez ce truc-là. Ce qui reste difficile à évaluer, évidemment, c'est la sincérité de ces démarches et ça demande de creuser un petit peu. Et c'est aussi le risque quand vous commencez à accompagner ce type d'acteur. Merci. Romain, vous nous avez expliqué que la fondation, du coup, c'était un levier qui permettait de transformer aussi en interne l'entreprise. Et que vous communiquiez en donnant la parole aux bénéficiaires. Comment vous arrivez à déterminer avec un regard beaucoup plus expérimenté que nous, éventuellement les positionnements plus stratégiques sur ces questions-là, qui ont moins vocation à être engagés et à transformer les choses en interne, en externe? Comment on identifie les projets, ce qu'il faut mettre en avant, etc. C'est ça la question? Ou plutôt les démarches creuses qui se placent sur des tendances. Ouais. Nous, en fait, c'est pour ça que j'ai un peu tiré le sens-là, c'est que nous, aujourd'hui, on ne va pas communiquer si on n'est pas sûr d'avoir des choses à communiquer. Il y a beaucoup de gens qui communiquent avec des bouts d'action. Nous, on se refuse de faire ça. On communique que quand le projet est monté, que quand on est assez loin, quand on a été capable de mesurer l'impact, que quand on est capable d'aider des gens vraiment. Et avant, on ne va pas le faire. C'est vrai pour les enjeux autour du handicap et c'est aussi vrai pour l'ensemble des enjeux RSE où aujourd'hui, on sait, notamment sur l'environnement, on a du travail à faire. On a déjà bougé des lignes, mais ce n'est pas encore allé jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, on ne va pas communiquer sur des bonnes performances dans notre bilan carbone parce qu'en fait on sait qu'il y a encore plein de travail à faire et qu'on travaille sur ces enjeux-là, notamment avec l'AFNOR, et qu'aujourd'hui ça n'a pas de sens ça serait vraiment là pour le coup du greenwashing. Donc on attend d'avoir quelque chose à dire, d'avoir monté des choses pour raconter cette histoire dont tu parlais tout à l'heure, pouvoir expliquer que ça y est, on a franchi la ligne. Le dire trop longtemps avant, ça n'a pas de sens pour nous. Notamment, soyons honnêtes, en termes d'image, ça serait contre-productif. Donc il y a cette question-là de communiquer au bon moment. Il y a la question de la mesure d'impact, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais c'est indispensable d'être en capacité de montrer que nos actions, notamment sur le handicap, elles servent des bénéficiaires. Et je pense que c'est du coup le cas, ça devrait être le cas pour toutes les entreprises, et notamment les fondations qui interviennent sur des enjeux sociaux et sociétaux. Si on est juste à annoncer un chiffre un peu waouh d'accompagnement de X millions d'euros, en fait ces X millions d'euros, ça veut tout et rien dire. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a aidé à faire évoluer les choses, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu de nouveaux bénéficiaires, de nouveaux modes de fonctionnement, de la communication pour les projets qu'on soutient, enfin, plein de choses qui font que en fait, c'est, pour une fondation en tout cas comme la nôtre, c'est ça qui est important, c'est de voir les associations, ce sont des associations qu'on soutient, sont contentes, progressent. Et vraiment, cette mesure d'impact, elle est hyper clé pour nous. Je pense que ça fait partie des deux points que je voulais soulever. J'en oublie un, mais c'est pas grave. Mais je suis d'accord avec toi que, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, mais c'est effectivement une des préoccupations qu'on a aussi de travailler le discours de preuve des entreprises, qui est, en fait, vous avez plus souvent que ce que vous pouvez penser des entreprises qui ont tout un tas de preuves et qui n'ont absolument aucun récit autour de ça. Je vais vous donner un exemple. Il y a une entreprise qui s'appelle OVH Cloud. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une énorme entreprise qui fait des serveurs. Donc, c'est des serveurs qui sont français, qui sont hébergés, si je ne dis pas de bêtises, en France et en Europe.
Et ils font tout un tas d'efforts sur la manière dont ils alimentent en électricité leur serveur, mais surtout sur la sécurité des données. Ce qui n'est pas le cas de l'essentiel des autres acteurs là-dessus. Or, visiblement, vous ne connaissez pas cette entreprise qui pourtant pourrait être un des exemples que vous citez si on vous pose une question sur un exemple d'une entreprise qui a une certaine taille et qui fait quelque chose. Et donc ça fait partie de ces entreprises-là qui ont fait tout un tas de choses mais n'arrivent pas à le mettre en valeur aujourd'hui. Le problème, c'est plutôt quand on se retrouve avec des entreprises qui ont déjà le récit et pas les preuves. Et là c'est plus compliqué, vous faire expliquer que ça ne fonctionne pas, quoi. C'est exactement ça. Et c'était d'ailleurs, tu me retends la perche, tu m'aides à retrouver l'idée, c'était bien cette notion d'avoir des choses à partager et des choses très concrètes en fait. Nous, quand on parle de quelque chose, on va, même dans certains cas, et même assez souvent sur les questions de RSE, les faire porter par les spécialistes maison, notamment sur les réseaux sociaux. On a vraiment fortement développé ce qu'on appelle l'employé de Locacy, c'est-à-dire la prise de parole de nos collaborateurs en ligne, notamment sur LinkedIn. Et on se rend compte qu'en fait, c'est les meilleurs ambassadeurs pour expliquer un projet. Alors, notamment quand c'est un projet en construction, où pour la marque c'est compliqué de prendre la parole parce que voilà, c'est un peu balbutiant. Mais quand c'est quelqu'un qui est les mains dans le cambouis, là il peut expliquer où il en est, tout ce qu'il a bougé comme ligne, et s'adresser d'une autre façon qu'un groupe qui peut avoir une image un peu froide, même si on a une fondation. Ça permet vraiment de ramener de la chaleur, et puis c'est des gens qui après se construisent notamment en ligne des vraies communautés d'expertise. Alors évidemment toutes les personnes qui font partie de la fondation sont connectées à peu près à toutes les personnes influentes quasi en France sur la question de handicap, mais au-delà de ça, nous ce qui nous intéresse aussi, c'est de faire parler de ces enjeux de handicap notamment par d'autres personnes, d'autres profils dans la maison que les spécialistes, parce que là, si vous connaissez un petit peu comment fonctionne le web, vous savez qu'il y a des bulles de filtres, où en fait on parle souvent à la même personne, ou en tout cas des gens qui ont à peu près le même profil que soi. Et moi, quand je demande à mon directeur commercial de prendre la parole sur le handicap, ben en fait, c'est hyper intéressant parce que lui, il va s'adresser à des gens qui sont pas du tout exposés aux gens qui travaillent à la Fondation Make-up Féminine. Donc il va pouvoir les toucher autrement, avec ses mots, on va l'accompagner, etc. Mais il va pouvoir aussi faire passer des messages. Mais dans ces cas-là, il faut l'aider, il faut avoir un message assez construit, assez carré, parce que là, on n'est plus sur raconter l'histoire qui se montre, mais plus sur montrer que le groupe avance. Du coup, par rapport à la reconnaissance des engagements, vous avez parlé d'employés advocacy, Ouais. on peut voir aussi qu'il y a de plus en plus de labels du World qui émergent pour reconnaître les engagements des groupes sur à peu près tous les sujets. Qu'est-ce que ça vaut comparé peut-être à des politiques employés advocacy? Vas-y, nous on en prend assez peu. En plus, la plupart de ces labels, c'est des labels payants en fait, soyons honnêtes. Donc c'est de la communication qu'on affiche après sur son bureau ou sur son site avec un beau label, donc on en fait assez peu. On a un engagement très fort sur l'accueil d'alternants, donc c'est à peu près l'un des seuls labels qu'on a. Sinon après, oui, c'est le travail avec de l'AFNOR, etc. Là, c'est d'autres formes de labels où pour le coup, pour avoir participé aux enquêtes qu'ils viennent faire chez nous, ils vont creuser vraiment très très loin. Les équipes RSE étaient mobilisées pendant un mois avant la venue des enquêtrices, puis encore un mois après, et là, on n'est pas sur du greenwashing du tout. Elles creusent vraiment très loin et elles bousculent vraiment. Donc je pense qu'il y a deux types de labels. Il y a des labels plus commerciaux, on va dire, plus d'images, et les choses où vraiment ça force à bouger. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur la question des labels. Enfin, de mon point de vue, les labels, c'est avant tout un outil qui n'est pas une preuve de sainteté, loin de là, mais qui peut être un outil assez intéressant pour faire avancer les boîtes. Par exemple, et par ailleurs, l'autre critère sur les labels, c'est savoir à quel point ils sont robustes et donc à quel point ils sont exigeants. Par exemple, si vous prenez un label comme B Corp, vous avez 300 questions, évalué avec un audit externe, qui vous coûte de l'argent, qui vous prend du temps, qui est recertifié tous les 3 ans. Vous ne pouvez pas faire ça à la va-vite. Et en même temps, vous avez des marques comme Nespresso qui ont été certifiées. On peut se poser la question de savoir si le truc est, oui ou non, un label exigeant. En réalité,
il fait avancer tout un certain nombre d'entreprises parce qu'il les oblige, pour garder la même note, à progresser d'année en année. Donc ça, je trouve que c'est un outil intéressant. De l'autre côté, et je pense qu'il y a d'autres labels, de l'autre côté, ça amène une lourdeur administrative, puisqu'il y a tout un processus de certification, d'audit dans les comptes, etc., qui permet à certaines entreprises de dire voilà, on fait tel et tel truc et de s'arrêter là, plutôt que se dire bon bah voilà, en fait on va commencer à faire un bilan carbone, on va regarder notre bilan carbone et nous on va prendre des actions de réduction. Donc toute la question est de savoir à quel point il va y avoir une démarche qui est associée dans l'entreprise. Et par ailleurs, il y a aussi toute la question de la pression externe, donc à quel point c'est des labels qui sont publiés et consultables, à quel point c'est transparent et à quel point les ONG, des groupes de citoyens, de consommateurs peuvent ensuite aller faire pression sur les entreprises pour s'assurer qu'elles respectent leurs engagements. Et là-dessus, en Europe, on a un vrai progrès en ce moment. Il y a eu tout un travail sur le devoir de vigilance que vous connaissez peut-être, qui oblige de plus en plus les entreprises à savoir ce que font leurs sous-traitants. Ça veut dire qu'avant, les entreprises pouvaient dire en gros, c'est mon sous-traitant, je m'en occupe pas. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus contraintes, et je ne vais pas développer plus parce que je ne veux pas vous dire de bêtises, mais donc il y a le devoir de vigilance, et puis là, il y a la CSRD, qui est une nouvelle régulation européenne, qui va exiger une certaine transparence encore plus forte qu'avant sur les grandes entreprises. Donc il y a aussi une tectonique des plaques qui est en cours sur tous ces outils qui vont forcer les entreprises à avancer.